Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de statistiques descriptives. Alors ça va être un petit peu sur le même modèle que la vidéo qui est sortie précédemment sur la chaîne, c'est-à-dire ça va être encore une fois une étude de répartition de salaire. La particularité de cette vidéo, c'est que ici c'est une vraie étude, donc on n'est pas du tout sur un cas fictif. On est donc sur une étude de l'INSEE qui a été faite en 2020, donc vous voyez le fichier, donc regardez, INSEE base tout salarié 2020. Donc sur la distribution, comme il est écrit, c'est la première phrase, la distribution donc, des salaires mensuels nets en équivalent temps plein. Alors je vous explique rapidement l'équivalent temps plein. Prenez par exemple une personne qui sur l'année, en 2020, aurait travaillé, je ne sais pas, à temps partiel et aurait travaillé à 50% d'un temps plein. Et sur cette année, donc de temps partiel, donc 50% d'un temps plein, elle aurait gagné 10 000 euros. Net, salaire mensuel, salaire donc annuel net, 10 000 euros. Eh bien, l'équivalent temps plein va consister tout simplement à multiplier par 2 ces 10 000. Donc on va convertir son temps partiel qui était de 50% temps plein, et on va le convertir en temps plein, et donc on va multiplier par 2 son salaire, si elle a travaillé 50% d'un temps plein. Vous comprenez? Voilà. C'est ça l'idée de l'équivalent temps plein. On intègre les gens qui ont travaillé en temps partiel en convertissant leur salaire à temps plein. Bon, il y a des petites subtilités, mais laissons ça à l'INSEE. Alors, il faut savoir que, en tout, l'étude, vous voyez, a porté quand même sur 15 millions, parce que là, c'est des effectifs réels. Bon. Donc, a porté sur 15 millions de salariés. Il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas les indépendants, il n'y a pas les professions libérales, il n'y a pas les patrons, tout ça. D'ailleurs, regardez rapidement. Donc, on a intégré les salariés du privé et des entreprises publiques, y compris les bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation. On n'a pas pris les apprentis, ni les stagiaires, ni les salariés agricoles, ni les salariés des particuliers employeurs. Et je vous dis, on n'a pas pris non plus les indépendants, les professions libérales. Donc il manque quand même pas mal de monde. Mais on a quand même une bonne base de 15 millions de personnes. C'est pour ça que je vous dis, elle va être très intéressante. Alors, la répartition, alors l'INSEE ne l'a pas faite comme ça. C'est moi, parce qu'en fait, l'INSEE a créé... en fait, il me semble, elle avait créé des classes pour tous les 100 euros. Alors, vous dites bien que de 0 à plus de 6 000... le fichier en fait était tellement grand que moi j'ai recréé des classes avec quand même une amplitude plus large. Donc le premier, on va de 0 à 1200 euros net par mois, 1200, 1400, etc. Et la dernière, c'est plus de 6000 euros. D'ailleurs, je le dis tout de suite, dans l'étude de l'INSEE, plus de 6000 euros, il faut savoir que en fait c'est moi qui ai mis plus de 6000. En réalité, l'INSEE avait continué à créer des classes au-delà de 6000. Mais j'ai voulu m'arrêter à plus de 6 000 parce que ça représentait plus que à peu près 500 000 salariés. Donc voilà. Après, il y aurait eu une trop forte disparité avec les autres classes. Mais en gros, on allait jusque 10 000. C'est pour ça qu'on va considérer que la borne supérieure de la dernière, c'est 10 000 euros. Bref, on verra ça en temps et en heure. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est toujours les indicateurs, les indicateurs banaux, la classe modale, les fréquences, les quartiles, les rapports interdéciles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 dernières questions, comme dans l'étude précédente, qui était fictive, bien sûr, ce sont les inégalités salariales. Et vous allez voir que vous allez être surpris, puisqu'on dit toujours qu'il y a de très fortes inégalités salariales entre les plus riches, on va les appeler comme ça, les plus riches et les plus pauvres. On va voir. Ok ? Avec le coefficient de Gini et la courbe de Lorentz. Bien, alors on y va. Donc le fichier Excel est ici. Vous aurez tout en description. Vous aurez le fichier complètement complet. Voilà ce qu'on va faire là en vidéo. Alors j'ai déjà rempli quelques petites choses. On aura besoin de tout ça. Vous inquiétez pas, au fur et à mesure des questions, je dirai à quel moment on a besoin de cette colonne. Mais voilà, on aura besoin donc de toutes ces colonnes. D'ailleurs, ça va jusque l'air. Et donc voilà, j'ai déjà préconstruit quelques petites choses. On sait qu'on va devoir construire un histogramme, donc il est là. Et j'ai déjà tracé la droite d'équirépartition de la courbe de Lorentz. Bien. Alors, donc la première question nous demande de déterminer la classe modale. Les définitions, je vais les donner à l'oral. Parce que dans la vidéo précédente, je les avais écrits dans le fichier Excel. Donc allez voir, et puis bon, de toute façon, vous avez votre cours, pour ceux qui sont en plein dedans. Donc je rappelle que la classe modale, c'est la classe qui a le plus grand effectif. Donc les effectifs sont ici. Est-ce que vous voulez que je zoome un peu? Allez, on va zoomer, au pire, voilà, pour que ce soit quand même... Voilà. Donc la classe modale, normalement, c'est la classe qui a le plus grand effectif. Ouais. Et donc on dirait que la classe modale, c'est celle-ci, 2000, 3000, puisqu'on a un effectif de 4 519 786 salariés. Le problème, c'est que cette définition est vraie seulement si les amplitudes de classe sont les mêmes. C'est-à-dire les amplitudes sont égales. Je vous rappelle que l'amplitude, donc c'est la colonne AI,
qu'on va remplir tout de suite, c'est l'écart, la différence, entre la borne supérieure et la borne inférieure. Donc ici, on va faire 1200 moins 0, ça fait 1200. Okay. Ensuite, on va faire 1400 moins 1200, ça fait 200, 200, 200, 200, 1000, 1000, 2000. Et là, je vous avais dit plus de 6000, on va s'arrêter à 10 000. Donc, on va prendre 10 000 moins 6 000. Ça fait 4 000. Est-ce que les amplitudes sont égales? Non. Donc, la classe modale n'est pas la classe qui a le plus grand effectif. La classe modale sera celle qui a la plus grande densité. Densité. Et la densité, on symbolise ça, on va dire, par les DI. Ok. Alors, la densité, sa formule, normalement, vous devez la connaître, c'est l'effectif de la classe concernée divisé par son amplitude. Voilà. Et vous faites ça pour toutes les classes. Alors, ce qui est super. Alors oui, l'histogramme se construit déjà, c'est formidable, mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai rapidement. Et donc, du coup, avec Excel, ce qui est formidable, c'est qu'on a juste à incrémenter. Et voilà. Donc, je sais pas, on va prendre par exemple celle-ci. Vous voyez, donc il a fait 1 947 572 divisé par 200. Okay. Et donc, la classe modale correspondra à la classe qui a la plus grande densité. Vous comprenez maintenant la logique? Pas le plus grand effectif, la plus grande densité parce que les amplitudes ne sont pas les mêmes. Et donc là, on voit qu'on est ici hein, sur du 10 000. Ok, je pense que c'est ok pour tout le monde. Hein. Donc la plus grande densité, c'est 10 109. Donc la classe modale, c'est 1400, 1600. Voilà, ça c'est fait. Ok? On commence doucement. Hein. Donc, représenter graphiquement la distribution sous la forme d'un histogramme. Et c'est là aussi, donc, vous allez devoir faire attention. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que lorsque les amplitudes ne sont pas les mêmes, comme c'est le cas ici, nous ne pouvons pas représenter les effectifs. On doit représenter les densités. C'est-à-dire que l'axe des abscisses, l'axe des abscisses est représenté par quoi? Tout simplement par les bornes des classes. Vous voyez, 0, 1200... 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000 et 6000. Ok. J'avais mis ici. Voilà, regardez. Oui, j'avais fait un petit... Rapidement, voilà. En fait, j'étais obligé hein, pour tracer l'histogramme. Enfin, vous, de toute façon, vous travaillez à la main, donc vous embêtez pas trop. Moi, je le fais sur Excel parce que c'est plus facile même pour expliquer. Mais voilà, donc j'avais dû construire cette petite colonne là avec les bornes. J'ai été jusque 10 000, hein, parce j'avais dit qu'on s'arrêtait à 10 000. Et en ordonnée, je n'ai pas mis les effectifs, mais j'ai bien mis les densités. D'ailleurs, vous l'avez vu, puisqu'au fur et à mesure qu'on avait calculé les densités, l'histogramme s'est construit. On va les voir hein, dans la sélection des données. Regardez, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez bien, regardez, étiquette de l'axe horizontal. Donc, l'axe d'abscisse, on a bien 0, 1200, nanana, 6000. Ok. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein, on a bien. D'ailleurs, pourquoi il n'a pas pris le 10 000 c'est étrange. Attendez, hop. Tac. Bon, c'est pas bon. De toute façon, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant pour la représentation. Et donc, vous voyez bien qu'ici, donc la valeur des séries, donc c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Hop, j'ai été prendre la colonne densité. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, on a notre histogramme. Alors, ce que j'ai fait, parce que normalement, regardez, pour ceux qui le font, hein, pour ceux qui aiment le faire aussi sur Excel, vous le savez peut-être, normalement, à la base. Voilà, à la base, en fait, l'histogramme est construit comme ça. C'est-à-dire que les rectangles hein, ne sont pas collés. Il suffit, vous voyez, d'aller dans l'option des séries et de mettre pas d'intervalle. Et donc, tout se colle. De toute façon, quand on vous demande de représenter l'histogramme, il faut le représenter comme ça, hein, avec tous les blocs qui sont collés. Voilà, ça va hein, donc, représentation des densités. Faites attention. Bien. Alors, on vous demande de calculer les fréquences simples et cumulées croissantes. Fréquence simple et cumulée croissante, donc j'ai les deux colonnes ici, les petites FI et les grandes FI, hein, croissantes, hein, j'ai bien indiqué. Bon, écoutez, je pense que là, c'est bon. C'est quoi la fréquence? Fréquence simple, donc les fréquences relatives, hein, c'est-à-dire les fréquences en pourcentage. Même si moi, je mets des valeurs décimales. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre 46%, par exemple. Je vais écrire 0,46. C'est mieux. C'est mieux. Pour l'interprétation, par contre, c'est mieux d'avoir le pourcentage. Quand on interprète un pourcentage, c'est bien de l'avoir en pourcentage. Pourquoi pour les calculs, je le mets en décimale? Ce sera pour, en fait, lorsqu'on va construire la courbe de Lorenz.
vous allez voir que si vous mettez des pourcentages, tous vos calculs seront erronés. C'est comme ça. Je vous expliquerai pourquoi. Okay, donc les fréquences relatives en pourcentage, c'est tout simplement l'effectif de la classe, donc de la ligne, l'effectif de la classe concernée, divisé par l'effectif total. Okay. Donc vous faites ça à chaque fois, donc vous faites 583 943 divisé par 15 millions, 1 million divisé par 15 millions pour chaque classe. Moi, c'est juste que comme je vais incrémenter, je vais devoir bloquer l'effectif total. Je vais vous montrer pourquoi. Donc regardez bien, je vais faire ça. Voilà. Donc ça fait 0,04. Ça fait combien en pourcentage? Parfait, ça fait 4%. Si maintenant, pour la deuxième, si j'incrémentais, regardez ce qui va se passer. Voilà. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce que Excel, quand vous incrémentez, il descend toujours d'une ligne. Donc ce qu'il a fait en fait avec la deuxième, en incrémentant, lui dans sa logique, dans son logiciel, c'est qu'il a bien pris, donc vous voyez, il a descendu d'une ligne au niveau des effectifs, donc il a bien pris l'effectif juste en dessous, mais regardez, je ne sais pas si vous voyez là le rectangle vert, il a pris en fait, il n'a pas pris l'effectif total, il a pris la ligne en dessous. Mais comme sur la ligne en dessous, c'est une case vide, bah en fait, pour lui, c'est comme si on divisait par 0, et donc ça n'a aucun sens. Donc ce que vous faites lorsque vous incrémentez, c'est que vous allez bloquer la cellule de l'effectif total. Et pour la bloquer, vous allez tout simplement cliquer sur F4 de votre clavier, F4, et vous allez avoir comme des sortes de dollars qui vont apparaître. Ça signifie qu'on a bloqué l'effectif total. Et donc là, regardez, en incrémentant, magnifique, magie, tout est OK, tout est parfait. Donc j'avais déjà arrondi à 2 chiffres après la virgule. Donc prenez par exemple celle-ci, regardez ce qu'il a fait. Il a bien fait l'effectif de la ligne en question, de la classe en question, et il a bien divisé par l'effectif total. La cellule a été bloquée. Et vous voyez bien que la somme, ça fait bien. OK. Hop, on va le faire, comme ça vous allez voir. Hop. OK, c'est bon, ça fait 100%. Alors, les fréquences cumulées croissantes. Bah, la première, c'est la fréquence relative, c'est la première fréquence relative. Voilà. Pour la deuxième, c'est pareil, donc vous allez faire quoi? Bah, vous allez prendre la fréquence cumulée juste avant, et vous allez lui ajouter la fréquence de la ligne de la classe en question, de la ligne en question. Et là, vous incrémentez, et pas de problème, alors hop, là, ça n'a pas de sens. Donc, alors, pardon, prenons celui-ci, donc regardez ce qu'il a fait, donc pour cette ligne-là, il a bien pris la fréquence cumulée d'avant, et il lui a ajouté la fréquence simple de la classe en question. Okay. Et un moyen de vérifier vos résultats, c'est que la dernière fréquence cumulée croissante doit être égale à 1. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous êtes sûr et certain de ne pas avoir fait d'erreur. Alors ça, je vais juste mettre... je vais juste barrer la cellule. Donc bordure. Hop. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'interpréter un petit peu. Quel pourcentage de salariés gagne entre 1200 et 1400 euros par mois? Quel pourcentage de salariés gagne entre 1200 et 1400? Bah, on est d'accord que 1200 1400, on est ici. Oui, je l'ai mis en jaune. On est ici. Bon. Alors, quel pourcentage de salariés gagne entre 1200 et 1400? Bah, il suffit d'aller chercher la fréquence relative, ici. Donc, on dira que 9% des salariés ont gagné entre 1200, enfin gagnent en 2020, vous pouvez faire une jolie phrase. Bon. Donc je vais la mettre ici, donc je vais mettre petit a, ok. Hop. Enfin, je sais pas si vous le voyez vous, mais enfin c'est pas grave. Notez-le en même temps si vous suivez avec un papier. Mettez sur pause pour recopier à chaque fois les colonnes. Moi j'incrémente, mais vous forcément ça vous prend plus de temps pour tout recopier. Donc on dira, si on devait faire une phrase, en 2020, 9%, alors on va reprendre, donc en 2020, 9% donc des salariés en équivalent temps plein gagnaient mensuellement entre 1200 et 1400 euros. Bon, ce serait une manière d'interpréter. Alors ensuite, on vous demande quel pourcentage de salariés gagnent moins de 4000 euros par mois. Alors là, on va s'intéresser aux fréquences cumulées croissantes. Moins de 4000. Alors déjà, on est où? On est ici. On est ici. On est sur la classe 3000, 4000. Donc 4000, c'est la bande supérieure. Donc nous, c'est cool, parce que nous, on veut moins de 4000. Eh bien, vous allez prendre tout simplement la fréquence cumulée croissante, qui lui est associée à cette classe. Et donc là,
ici 90%, hein, 0,9 ça fait bien 90%. Et donc bah, voilà, vous avez la réponse. On dira que 90% des salariés en équivalent temps plein gagnaient entre 3 000 et 4 000 euros par mois, net. Hein. Ok. Voilà, donc quand vous avez une question du style quel pourcentage gagne nanana moins 2, vous voyez, moins de quelque chose, utilisez les fréquences cumulées croissantes. Ouais, c'est bon. Hein, donc le moins 2 là, fréquence cumulée croissante, pour répondre à la question. Vous allez chercher la classe où le 4000 est en borne supérieure, et donc il y a bien 90%, 90% avant. Alors, dernière question, quel pourcentage de salariés gagne plus de 2000 euros par mois? Plus de 2000 euros par mois. Alors, regardez. On est ici, on est sur la classe 1800-2000. Je vais mettre en quoi? Allez, on va mettre en orange. Ok? Donc, on est d'accord. Hein, attention, plus de 2000, hein, pas moins de 2000. Plus de 2000. Mais je vous ai dit que la colonne fréquence cumulée croissante répondait à la question moins de 2000. Moins 2. Okay? Donc, si je prends la valeur là, hein, la valeur de la fréquence cumulée croissante qui correspond à la classe 1800-2000, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que 50% gagne moins de 2000. C'est l'interprétation, c'est la question juste avant. Conclusion, quel pourcentage gagne plus de 2000? Bah, évidemment, 50%. Okay. Alors, j'ai pas mis la réponse à la question B, donc on a dit 90%. Hop. Vous le verrez quand vous aurez le fichier. Et donc, là, vous voyez, c'est logique. Là, donc, on peut utiliser les fréquences cumulées croissantes aussi pour répondre à une question qui nous demande quel pourcentage gagne plus de. Bah, en fait, il suffit juste de soustraire. Si on sait qu'il y a 50% qui gagnent moins de 2000, bah, il y a 50% qui gagnent plus de 2000. Si, par exemple, au lieu de 50%, on avait eu 60%, bah, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit que 60% gagnent moins de 2000. Conclusion, bah, 40%, le reste, gagne plus de 2000. Bon, d'ailleurs, ça nous donne déjà la médiane. Enfin bon, voilà. Ça va hein? Ok. Alors, question 4. Déterminer les 3 quartiles. Donc, vous savez que quand on dit déterminer les 3 quartiles, hein, donc le premier, le deuxième et le troisième, je vous rappelle que le deuxième quartile est aussi appelé la médiane. Okay, donc, on va commencer par le deuxième quartile. Donc, je vais mettre entre parenthèses même. Hop. Voilà, donc la médiane est le deuxième quartile. La médiane, donc, vous savez bien que c'est la valeur de la série hein, qui sépare les effectifs en 2 parts égales. Donc 50% avant, 50% après, etc. Donc pour déterminer les quartiles, d'ailleurs, peu importe les quantiles qu'on vous demande de déterminer, que ce soit donc ici les quartiles, que ce soit des centiles, que ce soit des déciles, de toute façon on va devoir les calculer aussi, le premier et le 9e décile, c'est toujours la même méthode, on utilise la colonne des fréquences cumulées croissantes. Ok, on utilise la colonne des fréquences cumulées croissantes. La médiane correspond à une fréquence cumulée croissante de 50%. Normal, puisque elle sépare les effectifs en 2 parts égales. Donc ça veut dire 50% des effectifs avant, 50% des effectifs après. Donc il suffit de se fier aux fréquences cumulées croissantes. Bon, bah, pile poil. Et je ne l'ai pas fait exprès, hein, quand j'ai construit les classes avec l'étude de l'INSEE, je ne m'attendais pas qu'on tombe tout pile sur 50%, mais c'est... Voilà, comme ça au moins on n'a pas d'interpolation linéaire à faire. Donc là, bah écoutez, 50% correspond à... Alors, à 1800 ou à 2000? Ça, on a répondu déjà dans les questions précédentes. Le 50% correspond à 2000. Donc on prend toujours la bande supérieure. Hein, okay, puisque le 50%, il concerne tout l'intervalle 1800 jusqu'à 2000. Donc on prend vraiment... Hein, donc comment dire, dans les 50%, il y a tous les salaires entre 1800 et 2000. Donc du coup, bah, on a notre 50%, bah, la médiane, c'est 2000. Voilà. On peut pas dire... je vais peut-être la mettre dans la même cellule. Voilà. Ok. Donc la médiane, c'est 2000 euros. Net. Par mois. Alors, donc les 3 quartiles. Donc il nous manque le premier quartile et le troisième quartile. Le premier quartile, lui, c'est 25% avant, 25% des effectifs avant, 75% des effectifs après. Et le troisième, ce sera l'inverse, ce sera 75% des effectifs avant et 25% des effectifs après. Donc pour déterminer ici le premier et le troisième quartile, pareil, hein, on prend les fréquences cumulées croissantes
Et on va chercher, pour le premier quartile, 0,25. Pardon. Et pour le troisième quartile, on va chercher 0,75. Pas de bol, on n'a ni 0,25 ni 0,75. Donc quand la fréquence cumulée croissante ne tombe pas juste sur la valeur qu'on souhaite, c'est-à-dire 0,25 et 0,75, on doit faire ce qu'on appelle une interpolation linéaire. Alors donc, regardez bien. Donc vous voyez le petit tableau là est déjà construit. Nous cherchons Q1, on va l'appeler Q1, premier quartile. Nous savons que sa fréquence cumulée croissante doit être égale à 0,25. Ok. On va encadrer ce 0,25. C'est-à-dire on va prendre la valeur qui est juste avant et la valeur qui est juste après. Alors juste avant 0,25, on a quoi? Ben, on a 0,13. On sait que 0,25 est compris entre 0,13 et 0,26. Donc on va avoir ici 0,13. Et là on aura 0,26. Bien. On va leur associer la valeur X, la valeur de leur XI, la valeur de la borne. Pour 0,13, on va prendre quoi? 1200 ou 1400? On va prendre 1400. On prend toujours la borne supérieure. Donc ici, je vais noter 1400. Et pour 0,26, on va prendre 1600. Ça veut donc dire qu'au regard juste du tableau, avant de faire le calcul, on sait que le premier quartile sera compris entre 1400 et 1600 euros. Ouais. Bien. La question qu'on peut déjà se poser, qu'on peut anticiper, c'est que est-ce que le premier quartile sera plus proche de 1400 ou de 1600 euros? On peut déjà le savoir. Je répète, est-ce que la valeur du premier quartile, qui est un salaire mensuel net en euros, est-ce qu'il sera plus proche de 1400 euros ou de 1600? Bah de 1600. Pourquoi? Bah parce que le premier quartile, sa fréquence cumulée est de 0,25. Or, 1600, sa fréquence cumulée est de 0,26. 0,25, c'est très proche de 0,26. Donc, dans le résultat de Q1, dans votre résultat du premier quartile, vous devez avoir une valeur qui est très proche de 1600. C'est une manière de vérifier vos résultats. Alors, ça, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Je mettrai le lien de toute façon dans la description de cette première vidéo que j'ai faite. Allez voir, parce que le calcul n'est pas facile sur Excel. À la main, il est très facile, mais voilà, sur Excel, c'est moins évident. Alors, donc, je vais devoir ouvrir 3 parenthèses. Donc, excusez-moi, là, je vais le dire, hein, mais voilà, c'est mieux de le faire, pour le comprendre, c'est mieux de le faire évidemment sur tableau. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo où, vous savez, je vais juste prendre une toute petite étude statistique bidon comme ça, et puis on s'entraînera à faire des interpolations linéaires. Ça va venir sur la chaîne. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la valeur du milieu, 0,25, je lui retire la valeur juste en dessous, donc 0,13, je ferme la parenthèse, je divise par la plus grande, 0,26, moins la plus petite, 0,13. Je ferme les deux parenthèses, parce qu'en fait c'est un quotient global. Je vais multiplier le tout, donc la valeur de ce quotient, je vais multiplier par la différence, maintenant je vais prendre les xi entre la valeur supérieure et la valeur inférieure. Ah, il est 8 h du matin. Et donc là je ferme encore le tout. Donc là, vous voyez, j'ai un calcul global. Et à ce calcul global, je vais lui ajouter la valeur inférieure, 1400. Et regardez bien, on a dit qu'on devait avoir une valeur très proche de 1600. 1584,62. On est très proche de 1600. Ouais. Vous inquiétez pas pour les caractères quartiles qui soient négatifs, c'est parce que j'ai déjà mis la formule, mais on n'a pas encore le troisième quartile. Donc on y va pour le troisième quartile. Si vous avez compris l'idée, bah, c'est ok. On sait que le troisième quartile, donc sa fréquence cumulée croissante est de 0,75. On va encadrer 0,75. 0,75, vous me le permettez, est compris entre 0,5 ici et 0,79. Donc on va placer 0,5 et 0,79. 0,5, on sait qu'on lui avait associé 2000, hein, c'était la médiane. Et 0,79, on va prendre quoi? 2000 ou 3000? 3000, très bien. De toute façon, on ne peut pas prendre 2000, parce que 2000, on l'a déjà pris. Voilà, donc là, c'est une question de logique aussi. Et puis, on y va, ça y est. Donc, le calcul, ça va être quoi? Donc, 3 parenthèses, hein. Ça, c'est juste mon repère, hein, c'est important. Donc, la valeur du milieu, moins la plus petite, on ferme. On divise par la plus grande, moins la plus petite, 0,5. On ferme, et on ferme le tout. On multiplie tout ça par 3000 moins 2000.
On ferme deux parenthèses, on a un calcul global, et on ajoute 2000. Ah oui, question, le troisième quartile sera plus proche de 2000 ou de 3000 euros? De 3000 euros. Attention, suspense. Ok, 2862 euros. C'est QFD. Interprétation. Donc notez, mettez sur pause si vous voulez, mais normalement ça c'est ok. Donc le premier quartile, comment on va l'interpréter? Eh bien on dira que 25% des salariés en équivalent temps plein en 2020, 25%, donc je répète, en 2020, 25% des salariés en équivalent temps plein gagnaient moins de 1500, on va arrondir à l'unité, moins de 1585 euros par mois. Okay. Le troisième quartile, on dira donc en 2020, 75% des salariés en équivalent temps plein gagnaient moins de 2862 euros par mois. Ok. Voilà. Mais bon, l'interprétation, c'est pas ce qui... Moi, c'est l'écart interquartile qui m'intéresse. Puisqu'on ne vous demande pas seulement de déterminer les trois quartiles, c'est qu'on vous demande de commenter la dispersion obtenue. Lorsqu'on vous demande de commenter la dispersion, il est bon, notez, il est bon de calculer ce qu'on appelle l'écart interquartile. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, ça ne demande pas un effort intellectuel trop important, je pense, puisque l'écart interquartile, c'est tout simplement la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Autrement dit, l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc, vous faites 2862 moins 1585, si vous voulez arrondir à l'unité, et ça vous fait 1277. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, vous voyez, on sait que la médiane, c'est le deuxième quartile. La médiane est au milieu. Donc, la médiane, elle est au milieu. Le premier quartile est avant, hein, forcément, et le troisième quartile est après. La médiane vaut 2000. On a un écart interquartile, donc on a 2000 au milieu. Imaginez-vous un tracé, si vous voulez, sur votre feuille, une droite. Placez 2000, la médiane. Vous placez le Q1, vous placez Q3. Et on sait que l'écart entre Q3 et Q1 représente 1277. Ouais. Bah écoutez, un écart de 1277 par rapport à une médiane qui vaut 2000. Alors, après, vous allez me dire, ça dépend, mais c'est relativement faible, en réalité. C'est relativement faible. Hein? La médiane vaut 2000 et l'écart entre Q3 et Q1 ne vaut que 1277. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire en fait que la dispersion autour de la médiane, parce que l'écart interquartile, c'est un indicateur de dispersion, mais autour de la médiane. Alors que vous connaissez un autre indicateur de dispersion, l'écart type. Sauf que l'écart type, c'est un indicateur de dispersion autour de la moyenne. Ok? Donc l'écart interquartile, il est ce que l'écart type est à la moyenne. Enfin, lui, je vais y arriver. L'écart interquartile est à la médiane, ce que l'écart type est à la moyenne. Ok? Bon, donc les deux, l'écart interquartile et l'écart type, sont des indicateurs de dispersion. Mais l'un autour de la médiane, l'autre autour de la moyenne. Et donc là, on dira que la dispersion autour de la médiane est relativement faible. Après, voyez votre enseignant comment il veut que vous l'interprétiez, mais là, je vous donne globalement l'idée. Donc, il y a plutôt une faible dispersion. En fait, ça veut dire quoi? En gros, pour le dire autrement, ça veut dire tout simplement que les valeurs de la série, c'est-à-dire les salaires, sont plutôt concentrés autour de la médiane. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il y a une faible dispersion autour de la médiane. Okay? Les salaires sont plutôt concentrés autour de la médiane. Ce qui signifierait, en fait, déjà, peut-être, on ne sait pas, ce qui signifierait donc qu'il n'y a pas trop d'inégalité salariale. Puisque on a dit que les salaires étaient plutôt concentrés autour de la médiane. On va voir avec Ginny et Lorenz. Si ils vont nous confirmer ceci. Ça va? Bon. Oui, c'est amusant, les statistiques. Une fois qu'on connaît les formules, bon. Alors, quelle est la valeur du rapport interdécile D9 sur D1? Alors, vous connaissez peut-être donc ce terme, cet indicateur, le rapport interdécile. Le rapport interdécile est très intéressant dans l'étude des inégalités salariales. Ça veut dire que là, on va déjà rentrer dans l'étude des inégalités salariales avec le rapport interdécile. Oui.
Vous allez voir, c'est surtout son interprétation. C'est au moment de son interprétation que vous allez comprendre pourquoi c'est important. Alors, d'abord, calmos. Pour déterminer le rapport interdécile, on fait D9, donc le neuvième. Il y a 9 déciles. Donc on fait le neuvième divisé par le premier. Okay, donc neuvième décile divisé par premier décile. C'est pour ça que j'ai écrit D9 divisé par D1. Ok. Comme dans l'énoncé, hein, d'ailleurs, vous voyez, on a une fraction. Donc on fait bien une division. Donc on fait bien D9 sur D1. Sauf que pour faire D9 sur D1, bah, il nous faut D9 et il nous faut D1. Donc commençons par D1. C'est la même démarche que les quartiles. C'est-à-dire qu'on va faire une interpolation linéaire. Le premier décile, D1, correspond à une fréquence cumulée de 10%. C'est logique, non? En fait, tous les déciles, on va de 10 en 10. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Donc allons chercher 0,1. Ah, il n'y a pas. Mince. Donc 0,1 est compris entre 0,04 et 0,13. Donc on va placer 0,1. 0,04 et 0,13. Ça va. Et on va faire comme pour les quartiles, on va leur associer la valeur xi. Donc 0,04, on va lui associer 1200. Très bien. Et 0,13, on va lui associer 1400. Autrement dit, le premier décile sera compris entre 1200 et 1400 euros. Ok. Plus proche de 1200 ou de 1400? Ouais, plus proche de 1400. On va voir. Enfin, on va voir. Oui, c'est sûr. Hein, mais on va le voir avec le calcul. Donc maintenant, bon, là, je ne le dis plus. Hein, je fais le calcul. Hop, 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 hop. Enfin, je ne vais pas non plus aller trop vite, mais ça va comme on est le matin de bonne heure. Mon cerveau fonctionne plutôt bien encore. On va multiplier donc par 1400 moins 1200. Vous pouvez écrire 200 tout de suite, hein, évidemment. Hop, on ferme le tout et on ajoute 1200. Et donc on a dit qu'on devait avoir une valeur proche de 1400. Ouais, ça va. 1333. C'est bon. Bon. D9. Donc D9 c'est 90%, donc c'est 0,9. Hop. Alors allons chercher 0. Ah bah c'est bon. 0,9 c'est tout pile. D'ailleurs oui, c'est bon, on l'avait dit. 4000. Ok, bah du coup bah D9 il vaut 4000. Pas besoin de faire le calcul. Bien. Et donc le rapport interdécile, bah, vous faites simplement D9, 4000, divisé par D1, 1333. Et ça fait... Oh, c'est magnifique cette étude. Je n'ai pas fait exprès, je vous assure. Quand j'ai regroupé les classes, je n'ai pas fait exprès. C'est super. Alors, donc son interprétation... Là, je vais noter. Je vais faire une phrase juste en dessous quand même, pour l'interprétation. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que... Écoutez bien. Alors, j'écris pas en 2020, je fais une phrase simple. Hein. Ça veut tout simplement dire que les 10% les mieux payés gagnent 3 fois plus que les 10% les moins payés. Voilà, ça veut simplement dire ça. Si on l'écrit comme ça de manière très simpliste, on pourrait largement écrire de manière plus conventionnelle, on va dire plus scientifique. Ok, je vais mettre une petite bordure. Voilà, ça va? Les 10% les mieux payés en 2020, et comme c'est une vraie étude, ça nous permet déjà de comprendre les choses, gagner, en fait, hein, gagner 3 fois plus que les 10% les moins payés. Pour certains, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que le salarié, je sais pas, le salarié du privé, là, le cadre, prenons un cadre, il gagnait quand même 3 fois plus que l'ouvrier industriel. Le problème, vous voyez, du rapport interdécile, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que c'est trop subjectif. Parce que certains vont dire que c'est beaucoup et d'autres vont dire que c'est pas beaucoup. Mais non, mais vraiment. Même les statisticiens entre eux bah, ne seraient pas d'accord en fait. Certains diraient, tu te rends compte quand même, 3 fois plus. Ouais, mais d'autres diraient, bah, tu trouves que c'est... Tu me dirais 10 fois plus. 10 fois plus, là, je pense qu'on pourrait unanimement et objectivement dire que c'est beaucoup. 3 fois plus, mais pour certains, ça sera déjà beaucoup. C'est pour ça qu'il va falloir quand même commencer, et on va y aller. Mais d'ailleurs, non, d'abord il y aura des calculs. Il y aura... Parce qu'en fait, c'est pas demandé, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas rajouté, mais on va calculer quand même la moyenne, la variance, on va réviser tout ça. C'est pour ça qu'il sera temps quand même d'aller voir chez Lorenz et chez Ginny
pour vraiment avoir un aperçu concret des inégalités salariales. Parce que là, pour le moment, on ne peut pas vraiment... Pour moi, là, si j'avais pas... Je le sais déjà, moi, hein, parce que j'ai déjà fait les calculs. Moi, rien qu'avec l'écart interquartile et le rapport interdécile, j'aurais tendance à dire que les inégalités salariales sont plutôt faibles. Voilà. Et on va voir si c'est confirmé par Gini. Avant ça, puisqu'en fait, normalement, on vous demande de tracer la courbe de concentration, donc la fameuse courbe de Lorentz, le coefficient de Gini, etc. Mais avant, on va faire donc des calculs intermédiaires, parce que je me suis dit quand même, c'est la base des bases, de calculer la moyenne, la variance, l'écart type. Et on va même calculer quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle l'écart absolu moyen. Très intéressant. Alors, pour la moyenne, c'est la somme des NI fois CI divisé par l'effectif total. Donc on a besoin de quoi? On a besoin déjà du centre des classes. Et je vous prierai de ne pas confondre le centre des classes avec l'amplitude. L'amplitude, c'est l'écart entre la borne supérieure et inférieure. Le centre, ce qu'on appelle les petits CI, c'est le milieu. C'est le milieu. Ok? Alors, ceux qui sont chauds en maths, ceux qui sont bons en maths, ils le font de tête. Et vous allez voir qu'il y a des classes, on peut largement le faire de tête. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui hésiteraient, pour ceux qui n'ont pas envie de prendre de risques, je vais vous donner une formule très simple. Vous allez tout simplement additionner la borne inférieure et la borne supérieure. Donc on va faire 0 plus 1200. Ouais. Et vous allez diviser par 2, tout simplement. Voilà. Et vous avez le milieu de votre intervalle. Ouais. Par contre, là, pour le deuxième, 1200, 1400. Quel est le milieu entre 1200 et 1400? C'est 1300. Ensuite, on a 1500. 1700. Pour ceux qui doutent, faites-le. Hein. 1900. Entre 2000 et 3000, le milieu entre 2000 et 3000, c'est très bien 2500. Entre 3000 et 4000, c'est 3500. Entre 4000 et 6000, c'est 5000. Et on avait dit qu'on allait donc jusque 10 000. Entre 10 000 et 6 000, c'est 8 000. Très bien. Voilà, on a le centre des classes. Alors oui, pour calculer la moyenne, il y a aussi une autre technique. Au lieu de faire donc les CI fois les NI divisé par l'effectif total, vous pouvez faire aussi les CI fois les fréquences relatives. Et, ensuite, vous faites la somme. Mais bon, je vous dis, normalement, vous avez les formules dans votre cours, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais faire le centre des classes multiplié par les fréquences simples. Autrement dit, la colonne H avec la colonne F. Ouais. Donc je vais faire 600 multiplié par 0,04. Okay. Et je vais faire ça pour chaque ligne. Donc j'incrémente sans aucun souci. Voilà. Ok. Vous faites la somme. Bah, elle est déjà faite, mais je vais vous montrer. Hop, de tout ça. Donc faites la somme de tous les résultats. Et vous obtenez votre moyenne. Voilà, donc la moyenne est de 2484. Donc en 2020, en moyenne, les salariés en équivalent temps plein gagnaient 2484 € par mois. Attention, hein, je ne fais pas de politique, je ne fais pas du tout de politique, je fais de la statistique. Ok, donc je ne suis pas... Ok, qu'on soit bien d'accord. Mais quand même, pour tous ceux qui disent qu'en France, les salaires sont plutôt bas, bah la moyenne... Oui, attention, encore une fois, on n'a pas encore étudié les inégalités. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, on n'est pas du tout dans une dimension politique. On est dans une dimension purement statistique, mais on ne peut pas dire qu'en regardant la moyenne, on ne peut pas dire que les salaires sont bas. 2484 € par mois. Bon, c'est tout. Alors, pour la variance, enfin en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas la variance, on s'en fout, c'est l'écart type. Alors pour la variance, j'ai besoin de quoi? Donc on va commencer par faire le centre des classes, moins la moyenne, 2484, et on va mettre tout ça au carré. Et on va le faire pour chaque classe. Ok? Donc, attendez, ça bug. Ah, pardon. Donc pour la première ligne, regardez bien, on va faire quoi? On va faire donc 600 moins la moyenne que je vais bloquer. Ok? Avec les $. Parce que sinon, ça va descendre et ça va faire hashtag div 0. Bon. Ok, donc hop, et on élève au carré. Ah oui, donc pardon. Il faut que j'utilise la formule puissance. Autant pour moi. Donc, puissance. Bon là, il faut maîtriser Excel. Hein, pour faire ça, c'est pas très compliqué. Hein. Donc, on fait puissance de, on l'a dit, donc des CI moins la moyenne que je bloque. Hop. Point virgule.
Et la puissance, c'est la puissance 2, hein, puisqu'on met au carré. Mais vous, faites-le à la main. Hein, voilà. Et j'accrémente. Voilà. Attendez, c'est pas fini. Hein. Ça, c'est pas la somme, là, c'est pas du tout la variance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc ce qu'on vient de faire là, hein, donc les CI moins la moyenne au carré. On va multiplier par les effectifs. Donc chaque valeur qu'on vient d'obtenir, on le multiplie par son effectif. Hop. Ah oui, puissance, ouais, on est sur du puissance 12. Hein, c'est-à-dire en fait, faudrait la décaler la virgule de 12 rangs pour avoir la vraie valeur. Donc vous allez avoir des sommes gigantesques, hein, je vous le dis. Vous incrémentez. Voilà, donc la somme est déjà faite. Hein. Voilà, oui, c'est ça, K4 à K12, oui, c'est bon. Donc là, vous avez la somme, ce n'est toujours pas la variance. Pour obtenir la variance, vous allez prendre la somme qu'on vient d'obtenir et vous allez diviser par l'effectif total, les 15 millions. Hein. Voilà, vous avez la variance. Mais comme on s'en fiche, on passe tout de suite à l'écart type. L'écart type, c'est quoi? C'est tout simplement la racine carrée de la variance. Et voilà, vous avez votre écart type de 1000, il tombe tout pile en fait, en plus à l'unité, 1451 €. L'écart type, il est dans la même unité que les valeurs de la série. Hein. Donc là, les valeurs de la série, ce sont des salaires, ce sont des euros. Et bien, l'écart type est exprimé en euros. Ok, donc là, l'écart type, c'est 1451 €. Hein. Okay, parce que certains, beaucoup se disent, ok, on a l'écart type, c'est quoi l'unité? C'est des euros au carré? Non, non, ce sont des euros. Donc l'écart type, vous savez, ou pas, normalement vous devez savoir, que c'est un indicateur de dispersion, comme je l'ai dit, hein, mais c'est un indicateur de dispersion autour de la moyenne. Bon, la moyenne est de 2484. Pensez-vous que la dispersion est plus ou moins faible autour de la moyenne, au vu de l'écart type? Je vous rappelle que les salaires vont de 0 à 10 000. Je dis ça, hein, je dis rien, hein, mais les salaires vont de 0 à 10 000. Et vous avez un écart type. L'écart type, donc, c'est en gros, c'est l'écart moyen. C'est l'écart moyen entre les salaires et la moyenne de ces salaires. Mais je vous dis, bon, je peux pas tout. Je suis désolé, je peux pas tout dire. Il me faudrait un tableau en plus pour. Bon. Mais en gros, l'écart type vous donne donc la dispersion autour de la moyenne, mais c'est l'écart moyen autour de la moyenne. Bon. Donc l'écart moyen des salaires autour de. Donc vous avez votre moyenne. Et l'écart, la moyenne c'est mes 2 pouces, ok. Et l'écart moyen des salaires est de 1451 €. Sachant que les salaires vont de 0 à 10 000. On est bien d'accord qu'encore une fois, c'est très faible. C'est très faible. Ouais. Bon. Donc ça, encore une fois, ça peut nous donner un indice sur un peu les inégalités salariales. Alors j'ai voulu vous faire l'écart absolu moyen, pour que vous le sachiez. L'écart absolu moyen, c'est le cousin de l'écart type. C'est-à-dire que c'est un indicateur de dispersion autour de la moyenne. Vous allez dire, bah, ça sert à quoi? On a déjà l'écart type qui nous donne la dispersion autour de la moyenne. Oui, bah, vous avez aussi l'écart absolu moyen. Vous allez voir, le résultat n'est pas le même. Hein. Vous n'allez pas du tout tomber sur la même valeur, mais c'est un moyen de compléter les choses. La différence avec l'écart type, c'est qu'on, vous voyez, pour calculer l'écart type, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord calculé la variance. Et on a d'abord calculé la colonne J, c'est-à-dire les CI moins la moyenne au carré. Là, pour l'écart absolu moyen, la particularité, c'est qu'on ne va pas faire les CI moins la moyenne au carré, c'est qu'on va faire les CI moins la moyenne, mais on va prendre la valeur absolue. La valeur absolue. Vous savez que la valeur absolue, c'est que quand vous soustrayez 2 valeurs et que le résultat est négatif, la valeur absolue transforme ce négatif en positif. En gros, si vous obtenez moins de 100, bah, la valeur absolue de moins de 100, c'est 200. Bon. Donc, alors il me semble que c'est... Bah, ah non, c'est APS, pardon, autant pour moi. Voilà, donc APS, valeur absolue. Donc, de quoi? Bah, donc des CI, 600, moins la moyenne, tac, 2400, que je bloque. Voilà. Et voilà. Hein. Et donc, vous incrémentez. La somme n'a pas d'intérêt. Hop, voilà. Ça va? Donc, vous prenez la valeur absolue. Donc, vous faites 600 moins 2484, vous allez obtenir moins 1800 quelque chose. Enfin, voilà, vous allez obtenir moins 1884. Et donc, la valeur absolue, c'est de mettre 1884. Bon, il y a beaucoup de décimales, c'est pas grave, on va tout garder.
c'est ça qui est pratique avec Excel. Et donc cette colonne que vous venez d'obtenir, vous allez multiplier par les effectifs, c'est-à-dire que chaque résultat obtenu, vous le multipliez par son effectif, donc ici 583 000, et vous incrémentez. Oui, je sais, ce sont des grosses valeurs. Hein. Voilà. Bon. Attendez, ça c'est pas encore l'écart absolu moyen. L'écart absolu moyen, c'est de prendre cette somme, ok, et attendez, oui, et de la diviser donc par l'effectif total. Voilà. Vous avez l'écart absolu moyen. Ah oui, quand même. Vous allez me dire, l'écart type vaut 1450 €. L'écart absolu moyen vaut 950 à peu près. Hein. Vaut 950 €. C'est vrai qu'il y a quand même un écart de... Pas quasi... Bah, il y a un écart de 500, quoi, on va dire à peu près. Bon. Mais ça justifie encore plus, puisque l'écart absolu moyen, c'est aussi un indicateur de dispersion des salaires autour de la moyenne. Ça justifie encore plus que la dispersion est faible. Voilà. On a juste confirmé ce qu'on pensait avec l'écart type, avec l'écart absolu moyen. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux dans une étude sérieuse. Bon. On va passer au sérieux, là. Eh oui. Puisque nous allons passer, ça y est, donc la courbe de Lorenz. Donc déjà, la courbe de Lorenz va nous donner une mesure des inégalités salariales juste graphiquement. Juste graphiquement. Et ensuite, le coefficient de Gini viendra calculer exactement l'aire. Parce qu'en fait, l'indice de Gini, c'est une aire. Et là, on pourra vraiment interpréter correctement la chose. Alors, pour tracer la courbe de Lorenz, vous avez besoin déjà de la masse... Pourquoi c'est pas mieux, ça? Voilà. Vous avez besoin de ce qu'on appelle la masse salariale. Alors, c'est très simple. La masse salariale, c'est, écoutez bien, l'effectif multiplié par le centre des classes. Voilà. NI fois CI. NI fois CI. Et j'incrémente. Hop là. Et là, c'est la somme des masses salariales. Ok? C'est ça, la masse salariale, NI fois CI. Je vais calculer le pourcentage de la masse salariale pour chaque intervalle. Donc pour le premier, bah, c'est un pourcentage. Donc c'est comme en fait, c'est la même formule que les fréquences relatives. Donc vous prenez la masse salariale. Okay, imaginez-vous que ce sont vos effectifs. Les fréquences relatives, on fait comment? On prend l'effectif et on divise par l'effectif total. Et bien là, on prend la valeur de la masse salariale de la ligne et on divise par la masse salariale totale que je bloque. Et j'incrémente. Et d'ailleurs, regardez, magie, le total fait 1. Comme pour les fréquences relatives. Et je vais faire le pourcentage cumulé de cette masse salariale. Ouais. Pourcentage cumulé de la masse salariale. Donc le premier, bah, c'est le premier. 0,009. Voilà. Et le deuxième, c'est la même chose que les fréquences cumulées croissantes. Vous prenez le précédent et vous lui ajoutez le pourcentage de la ligne en question. Voilà. C'est pareil que les fréquences cumulées croissantes. Hop. Et vous obtenez bien 1. Regardez, le dernier vaut 1, c'est bon. Et bien c'est bon, je vais pouvoir tracer ma courbe de Lorenz. J'aurai besoin de quoi pour tracer la courbe de Lorenz? J'aurai besoin de la colonne pourcentage cumulé de la masse salariale, que je vais mettre en rouge. Non, en orange, ouais. C'est très beau. Et j'ai besoin des fréquences cumulées croissantes, que je vais mettre aussi en orange. Vous n'avez besoin que de ces deux colonnes. D'ailleurs, attendez, parce que ce qui est formidable sur Excel, c'est que je peux masquer ça, puisque je n'en ai plus besoin, en fait. Alors, attendez, parce qu'il y a longtemps que je l'ai plus fait. Voilà, masquer. Allez bien, magie. Hop. Voilà. Elles existent encore, hein, ces colonnes, je les ai juste masquées. Donc, on a besoin des deux colonnes. Donc, fréquence cumulée croissante, pourcentage cumulé de la masse salariale. Voilà. Ok? Alors, ah oui, mais mince, ouais, du coup, bon, je vais effacer, c'est pas grave. Je vais en retracer une. Hop. Ouais, je vais en retracer une, c'est pas grave. Donc, vous allez aller dans insertion, vous allez prendre nuage de points, et vous allez prendre ici, nuage de points avec courbe lissée. Voilà. Je vais mettre en 90%. Voilà. Donc, je vais aller dans sélectionner des données. Je vais ajouter une série. Donc, le nom de la série, bah, c'est la courbe de Lorenz. Tout simplement. Alors, en abscisse, écoutez bien, c'est important. En abscisse, vous allez placer les fréquences cumulées croissantes. Voilà. Ok. Et en ordonnée, vous allez placer le pourcentage cumulé de la masse salariale. Voilà. Voilà. Vous avez votre courbe de Lorenz. Attendez, c'est pas fini parce qu'il nous faut la droite des Q répartitions.
Donc là, je mets juste, c'est juste du style. Hop. Hop, j'ai pas besoin d'aller à 1, 2. Et ici non plus. Voilà. Bien, alors je vais tracer donc la droite d'écrit répartition, c'est-à-dire c'est la droite, en fait, on la qualifie la droite de parfaite égalité. Ça veut dire que 50% de la masse salariale appartient à 50% des salariés. C'est une parfaite égalité. Alors, donc, c'est pas très compliqué. Donc, en fait, vous êtes d'accord que pour la droite d'écrit répartition, en fait, pour chaque... Donc, je sais pas, moi, si par exemple, ici, j'ai 0,26, normalement, je devrais avoir 0,26 pour le pourcentage de la masse salariale. Ici, si j'ai 0,79, je devrais avoir 0,79. Donc, c'est quelque chose de très... En fait, si vous préférez, sur un axe XY, la droite d'écrit répartition, c'est la droite Y égale X. C'est la fonction linéaire Y égale X. Donc, on va prendre 0,2, 0,2, 0,4, 0,4. Puis là, j'incrémente jusqu'à 1. Hop. Voilà. Donc, je vais sélectionner des données. Je vais ajouter une série. Donc, on va l'appeler la droite d'écrit répartition. Okay, gardez votre cours à côté pour qu'on soit bien d'accord. Donc, en abscisse, je vais mettre ça. Et en ordonnée, je vais mettre ça. Et regardez, c'est magnifique. C'est une droite. C'est une droite. Voilà. Parfaitement linéaire. Bien. Alors, comment interpréter la courbe de Lorentz? Je vous ai dit, c'est un moyen de voir un petit peu s'il y a de grandes inégalités salariales ou au contraire de faibles inégalités salariales. Eh bien, c'est très simple. C'est que plus la droite bleue est éloignée de la droite rouge, plus la situation sera inégalitaire. Donc je répète, plus la courbe de Lorentz s'éloigne de la droite rouge, de la droite de parfaite égalité, plus la situation est inégalitaire. C'est-à-dire que plus un petit nombre de salariés possède une très grande part de la masse salariale. Et donc ça, c'est très inégalitaire, si vous me le permettez. Bon. Alors, ça confirme bien ce qu'on disait depuis le début, hein, avec l'écart interquartile, le rapport interdécile, parce que pour moi 3 c'est pas un rapport interdécile qui est énorme, et on le voyait, on avait dit quoi aussi oui, et l'écart type et l'écart absolu moyen aussi. Hein, nous confirmer plus ou moins. L'histogramme, je vais l'effacer, je le referai avant de mettre, vous inquiétez pas, le fichier en description. Voilà. Parce que comme j'ai masqué, c'est le bordel. Du coup, voilà. Alors, du coup, ce qui va par contre nous confirmer la chose, c'est de calculer l'indice de J. Alors là, attention, vous allez écouter parce que c'est pas forcément le truc le plus simple. Hein. Je crois que c'est même le truc le plus difficile. Bon, pour le premier, on va calculer ce qu'on appelle l'air. En fait, je vous explique le principe. Écoutez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'air qui est en dessous de la courbe bleue. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va calculer l'air qui est entre la droite rouge et la courbe bleue. Et ensuite, on va multiplier par 2 et on aura l'indice de J. Ouais. Donc, commençons par calculer la somme, l'air total qui est sous la courbe bleue. Pour ça, je vais faire quoi? Pour la première ligne, vous allez multiplier la fréquence cumulée croissante avec la masse cumulée croissante. On va l'appeler comme ça. Et vous allez donc multiplier les deux et vous allez diviser par 2 le résultat. Donc vous faites 0,04 multiplié par 0,009 et vous divisez par 2. Je vous l'accorde qu'on va obtenir quelque chose de très petit. Si vous aviez mis tous vos résultats en pourcentage, c'est-à-dire si vous aviez mis 4% et 0,9%, je vous ai dit tous vos résultats auraient été faussés. Donc mettez bien les valeurs en décimales. C'est normal que ça fait 0,0. La valeur est tellement petite qu'il faudra aller chercher peut-être dans la 5e décimale pour avoir peut-être un 1. Bon, pas de panique. Voilà. Alors, à partir de la deuxième ligne, écoutez bien s'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît. Vous allez prendre la fréquence cumulée qui correspond à la ligne. Vous allez soustraire la fréquence cumulée précédente. Et vous fermez la parenthèse. Vous allez multiplier le résultat par la masse salariale de la ligne plus la masse salariale précédente, cumulée. Hein, okay. Et vous allez fermer la parenthèse et vous allez fermer le tout. Et vous allez diviser par 2. À chaque fois, il faut diviser par 2. Voilà. Et vous faites ça pour chaque ligne.
Allez, on en fait encore une et après j'incrémente. Donc je fais 0,26 moins 0,13. Je multiplie par 0,138 plus 0,058. Je ferme le tout. Et je divise par 2. Voilà, et là j'incrémente. Voilà. Et une fois que vous avez cette aire, bah, vous faites la somme. Je vais la refaire en direct. Hop. Somme de tout ça. Ouais. 0,361, c'est l'aire qui est sous la courbe bleue. L'aire totale. Ce résultat, 0,361, je vais faire 0,5, toujours. Monsieur, est-ce que c'est toujours 0,5, monsieur? C'est toujours 0,5. Et vous allez soustraire au résultat que vous avez obtenu, 0,361. Ouais. Et pour obtenir l'indice de Gini, vous allez multiplier par 2 le résultat obtenu. Et vous avez un indice de Gini de 0,277. Pas belle la vie? Voilà. Donc j'ai un indice de Gini de 0,277. L'indice de Gini, il confirme ce qu'on a dit graphiquement avec la courbe de Lorenz. Hein. Là, on a dit que la situation était en fait plutôt égalitaire. Hein. Et c'est une vraie étude statistique. Et je crois qu'en 2022, là, en 2023, les salaires n'ayant pas énormément bougé, on arriverait exactement à la même conclusion de nos jours. En fait, il y a très peu d'inégalités salariales. Et pourquoi l'indice de Gini nous dit? Parce que l'indice de Gini est toujours compris entre 0 et 1. Plus c'est proche de 0, plus c'est égalitaire. Plus c'est proche de 1, plus c'est inégalitaire. Vous avez un indice de Gini qui vaut 0,277. Est-ce que vous trouvez que c'est plus proche de 0 ou plus proche de 1, vous? Bah, c'est plus proche de 0. Donc ça confirme bien, on nous demandait dans l'énoncé de conclure, bah, on a plutôt une situation pas non plus de parfaite égalité, mais en tout cas, il y a très peu d'inégalités salariales en France. On n'a pas pris les patrons, on n'a pas pris les indépendants, les professions libérales, je vous l'accorde. Mais si on se concentre uniquement, on va dire, sur les salariés du privé et les salariés du public, donc c'est-à-dire les fonctionnaires, il y a très peu d'inégalités salariales. Voilà. Mais je vous dis, c'est pas politique ce que je dis, hein, c'est statistique. C'est pas moi qui le dis, c'est Gini et Lorenz. Voilà, c'est tout. Je sais pas à combien de temps on est, je crois qu'on a dépassé l'heure, mais c'est pas grave. C'est super. Bon bah voilà, j'espère que vous êtes un petit peu amusés. Hein. En tout cas, ah oui, du coup je vais remettre. Alors comment on fait déjà? Mince, attendez. Hop. Voilà, donc j'ai tout remis. Hop. Oh là, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok. Ouais, donc c'est bon. J'aurai juste l'histogramme. Bah attendez, regardez, l'histogramme, on va le faire en direct. On va faire une petite conclusion. Donc, insertion, colonne. Vous prenez le premier, hein, là, c'est très bien. Hop. Alors, sélectionnez des données. Ajouter. Nom de la série, bah, on va appeler ça histogramme. Hein. Et donc, les valeurs de la série, ce sont les densités. Je vous rappelle. Elles sont ici, les DI. Voilà, voilà. Hop. En abscisse, on avait dit qu'on prenait les bornes, tout simplement. Hop. Je sais pas pourquoi il me met sur... Bref. Voilà, vous voyez, donc vous avez un histogramme, mais qui n'est pas encore parfait. Donc là, les lignes, là, ça c'est dégueulasse, on retire. Et donc, on va simplement faire ça. Donc, comme j'ai dit, pas d'intervalle. Et voilà. Hein, vous avez votre histogramme. Ah oui, attendez. On peut même mettre... alors, comment on fait ça déjà? Ah oui, couleur de la bordure. Voilà, très plein. On va mettre en noir. Voilà, comme ça, oui, vous avez bien les traits noirs pour bien distinguer les rectangles. Voilà, ça, on a reproduit l'histogramme. Oh, ça, c'est avec les 0,0, là, j'aime pas. On va parfaire un peu la chose. Attendez. Comment c'est déjà pour pas mettre de décimale? Ah oui, voilà, décimale 0. Voilà. Bon, bah, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ce fichier, hein, vous le retrouverez sans aucun souci dans la description de la vidéo. Mais écoutez, merci à vous hein, d'avoir, j'espère que ça va, hein. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire hein, si vraiment ça va pas. Dans ces cas-là, je passerai au tableau pour vous expliquer vraiment l'élément que vous n'avez pas compris. Bon, ça va pas être facile, mais bon, voilà. Entraînez-vous et vous allez voir qu'en fait, ce sera... La statistique, c'est toujours la même chose, hein, puisque ce sont toujours les mêmes formules. Ok, voilà, donc je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt, bonnes vacances, bien sûr, et bon courage.